Soit. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, nous interviewons Monsieur Philippe Lucas. Bonjour Philippe, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Bonjour. Alors, la toute première question que je vais avoir pour vous finalement, c'est est-ce que dans votre métier, le fait que vous ayez une si grande longévité, à quel point est-ce qu'il y a une partie, on va dire, entre la passion de transmettre, la passion de se dépasser, ou alors à côté, il y a petit risque, on va dire, de votre côté, d'avoir que ça devienne juste un métier comme un autre finalement, ou est-ce que vous, ça ne vous a jamais traversé l'esprit, ça? Non, pas du tout. C'est une passion depuis 38 ans, parce que j'ai commencé à entraîner à 20 ans, et j'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc oui, c'est une passion, et voilà. Et c'est quelque chose que tous les matins, je me lève, je vais pas au boulot, quoi. Et nous, on a la chance de côtoyer énormément de grands entraîneurs, grands coachs qui sont à différents niveaux. Et par exemple, il y a Fernand Lopez en MMA qui, lui, va coacher des très jeunes talents, mais aussi des top athlètes qui sont dans on va dire, à l'UFC, qui est l'équivalent de la NBA pour le MMA. Pour vous, est-ce que vous préférez être avec des jeunes pousses ou au contraire, des gens qui sont ultra aguerris et qui vont justement vous permettre d'aller dans des compétitions les plus prestigieuses comme les JO? Bah, moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est toutes les grandes compétitions. Donc, en natation, on peut avoir des jeunes, on peut avoir des jeunes filles qui sont très performantes à 16-17 ans. Laure Manodou était championne olympique à 17 ans et demi. Bon, chez les garçons, c'est un petit peu plus vieux, bien sûr, mais nous, dans notre sport, ça peut être très précoce. Donc, j'ai un groupe où, oui, il y a des nageurs de 29 ans, mais il y a aussi des nageurs de 15 ans. Donc, c'est pas comme certains sports, quoi. Donc, c'est vrai que il y a des filles qui peuvent prétendre à des médailles au niveau mondial en étant relativement jeunes. Mais Donc, je veux dire, je touche une catégorie. c'était plutôt, pardon, dans le sens, j'ai mal posé ma question, c'était plutôt dans le sens, est-ce que vous préférez vous avoir quelqu'un qui est déjà prêt pour le haut niveau, ou au contraire le façonner depuis le début? Bah, comme je viens de vous expliquer, je préfère bien sûr à taper le haut niveau, c'est certain, mais quand on voit qu'une fille ou un garçon c'est un peu plus long, comme je vous ai dit, mais une fille qui a des qualités, ça peut aller très vite. En 3 ans, elle peut taper le très très haut niveau si bien sûr, elle fait ce qu'il faut et elle a certaines qualités. Après, c'est sûr de m'occuper des juniors, non, ça m'intéresse moins. Voilà, je préfère directement taper. Enfin, ce que je préfère, que j'ai toujours fait toute ma vie, c'est voilà, les jeux, les championnats du monde, les championnats d'Europe, c'est ce qui m'intéresse. Et pour vous, à votre niveau, donc bien évidemment, quand c'est le niveau professionnel, la partie mentale est hyper importante par rapport aux compétences, parce que c'est vrai qu'à la fin, quasiment tout se rejoint. Pour vous, l'équilibre entre justement skills, compétences et mental, vous jaugez ça à quel niveau à peu près? Mais écoutez, le mental, quand on s'entraîne avec moi, on le travaille tous les jours, parce que le mental, quand ça se travaille pas 24 heures avant un match ou une compétition, 48 heures, une semaine. C'est un travail quotidien. C'est un travail qui se passe hors de l'eau avec beaucoup de discussions, et c'est un travail qui se passe dans l'eau. Le mental, tu le forges dans l'eau. Ton caractère, ta force de caractère, ta force de vaincre, tu la travailles tous les jours, et c'est pendant l'entraînement. Et dans les sports de combat, il y a... Oui, allez-y. Voilà, moi je façonne ça, c'est-à-dire je façonne ça l'entraînement tous les jours. C'est une compétition, c'est un combat tous les jours. Voilà, et c'est ma façon de travailler, quoi. Donc le mental, c'est primordial. Et est-ce que vous avez eu des exemples justement d'athlètes qui étaient des tueurs, vous n'avez jamais vu ça à l'entraînement, mais quand il y avait les grandes compétitions, justement, ces talents-là s'effondraient? Bien sûr, il y en a toujours. Bon, après, on ne peut pas dire que ça allait être des champions du monde, mais des gens, des nageurs ou des nageuses qui auraient pu atteindre le niveau mondial, et par rapport à ce qu'ils faisaient à l'entraînement, le travail qu'ils produisaient, le sérieux qu'ils produisaient, et puis en compétition, on va dire même 10 jours avant, on voyait que ça commençait à s'effriter. On voyait que c'était pas le même comportement, qu'ils se sentaient moins bien, qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas, que voilà, ils se posaient trop de questions,
c'est tout un ensemble qui faisait quoi, il leur manque quelque chose pour faire du très haut niveau. Il faut les qualités, bien sûr, il faut le sérieux à l'entraînement, il faut être capable de se surpasser à l'entraînement, il faut être un compétiteur, il faut être intelligent. Et quand vous n'avez pas de cette notion, il ne faut pas appréhender la compétition, il faut la dominer. Quand vous n'avez pas de cette domination de la compétition, il vous manque quelque chose. Vous ne pouvez pas être un champion, c'est impossible. Moi, j'ai vu comme je disais, Laure, je la voyais des fois une semaine avant, ça a changé de comportement. C'était un animal. C'était quelqu'un d'autre. Elle était dans sa compétition, mais elle était rentrée une semaine avant, 10 jours avant. Et justement, après, on ne refait pas les gens. On peut améliorer certaines choses, mais ceux qui n'ont pas ce facteur de dominer, d'être fort en compétition, plus que la compétition arrive, plus à se sent fort, c'est pas possible, quoi. Quand vous n'avez pas ça, vous ne l'avez pas. Vous parlez des qualités nécessaires. Quelle est la qualité que vous regardez en premier chez un athlète et où vous vous dites, tiens, là, je sais qu'il va y avoir une possibilité de faire quelque chose? Les premières qualités qu'on regarde au départ, c'est les qualités physiques et puis nautiques dans mon sport. On regarde un petit peu les qualités qu'ils ont dans l'eau. Après, je ne peux pas avoir des qualités dans l'eau parce que il y en a plein de ceux qui ont des qualités, mais ils passeront jamais le haut niveau parce qu'ils n'ont pas cette faculté, ce désir et être capable de surpasser à l'entraînement. Et l'entraînement, c'est la base de tout. Quand vous êtes capable d'être fort à l'entraînement, vous forgez déjà un travail qui est très important et ensuite, surtout, vous forgez un mental. Et si vous n'êtes pas capable d'être fort dans les moments durs et subir les moments durs à l'entraînement, vous n'avez aucune chance, et aucune chance de réussir. Aucune. Et les moments durs, c'est effectivement indispensable. Est-ce que vous avez déjà été avec des athlètes où ils peuvent peut-être surnager, ou pour vous, c'est très compliqué de les emmener dans ces moments durs où justement, à chaque fois, l'athlète ça va être très compliqué de le faire piocher? Écoutez, vous savez, ce qui se passe, c'est que des fois, j'ai des nouveaux athlètes qui arrivent. Et puis surtout, s'ils ne sont pas armés quand ils viennent avec moi, s'ils ne sont pas armés mentalement au départ, ça va être compliqué. Et surtout, s'ils n'ont pas été éduqués à travailler, ça va être compliqué aussi. Donc, il faut vraiment, quand vous venez avec moi, être déterminé, être travailleur. Et même au départ, si vous n'avez pas fait non plus le travail qu'il fallait avant pour pouvoir passer des obstacles, au moins avoir une éducation de l'entraînement. C'est-à-dire une éducation pour l'entraînement, c'est-à-dire d'être sérieux à l'entraînement, de faire le mieux qu'on peut. Quand c'est compliqué, quand c'est difficile, être capable de sortir quand même quelque chose. Ne pas se laisser aller quand c'est compliqué, ne pas baisser les bras quand c'est compliqué. Voilà. Donc, les gens qui viennent avec moi, il faut qu'ils soient vraiment armés dans leur tête. Et souvent, ils disent, tiens, je vais aller nager avec Lucas, ça va aller. Et souvent, le problème, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Mais bon, c'est pas grave, ils tombent. Voilà. Après, ils s'aperçoivent vite fait que le haut niveau, c'est pas pour eux. Et généralement, justement, vous dites qu'il faut avoir ce qu'il faut pour être avec vous. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour qu'un athlète soit compatible avec votre méthode? Il faut qu'il aime s'entraîner. Il faut, bien sûr qu'il y ait certaines qualités, c'est sûr, je ne vais pas faire... Et puis surtout, le sérieux, quoi. Alors, le sérieux, ce n'est pas qu'à l'entraînement, c'est tout ce qu'il y a à côté, c'est l'hygiène de vie, c'est faire attention à son corps, c'est... leur métier, l'outil principal d'un athlète, c'est son corps. Donc, attention à la récupération, attention à plein de choses. Et souvent, non, les mecs, ils s'entraînent. Et puis, à côté de ça, ils vont pas chez l'ostéopathe, ils font pas de la récupération, ils s'alimentent pas bien, pardon. Il y a plein de choses qu'il faut autour quand vous commencez à taper l'entraînement qui est très compliqué, qui est très difficile, il faut que votre corps il récupère, il faut que votre corps il soit dans de bonnes conditions, qu'il soit dans de bonnes mains. Et souvent, ce qui se passe quand vous avez nagé 5 heures, dans l'eau, que c'était compliqué, que c'était difficile, et ce que vous faites, vous rentrez chez vous et puis vous tapez une pizza et puis voilà. Mais ça fait pas partie du haut niveau. Alors il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont réussi en faisant ça, mais ça c'est les très très grands. Ça c'est des comme ça, il y en a pas beaucoup. Mais un jour ou l'autre, vous savez, quand vous faites pas ce qu'il faut hors de l'eau, il y a sanction, il y a blessure. Et quand on commence à avoir blessure, c'est le début de la fin. Vous parlez de tout ce qui était en dehors du bassin. Et que pensez-vous, qui avez l'air en tout cas très vrai, des réseaux sociaux, des vies qui peuvent être
étalé sur Internet, de tout ce qui fait partie aujourd'hui finalement de la communication aussi. Est-ce que ça rend votre travail plus difficile avec les athlètes? Non, moi je leur dis de pas, déjà vous savez, je suis pas trop un mec sur les réseaux, moi, j'y connais rien là-dedans, Mhm. mais faut pas étaler sa vie, d'accord? Il faut pas lire tout ce qui est marqué. Quand un athlète réussit, ça peut aller très vite en natation, et souvent, même un athlète tout court, il n'est pas préparé à tout ça. Il n'est pas préparé on va dire, à la gloire, à parler aux médias. Il n'est pas préparé aux sponsors. Il n'est pas préparé aux gens autour qui parlent de bien ou qui parlent mal d'eux. Donc, il faut bien les entourer et surtout, il faut avoir quelqu'un qui gère toute cette partie-là que vous parlez, les réseaux, tout ça. Il faut quelqu'un qui gère tout ça et surtout, la communication, il faut qu'elle soit bien faite, intelligente, et il faut être malin là-dessus. Et on parlait là aujourd'hui de tout ce qui se passe aujourd'hui justement avec les réseaux sociaux. Il y a aussi, faut être prêt pour être entraîné par vous. Est-ce que dans cette ère on va dire, du politiquement correct, de la bien-pensance et aussi du fait de ne blesser personne, de ne pas heurter forcément les sensibilités, est-ce que c'est un problème pour vous dans votre méthode? Parce que c'est complètement finalement à l'opposé de ces mentalités actuelles. Moi, vous savez, je suis vrai. Mhm. Quand ça me plaît, quand il ne pose pas de problème, j'encourage les gens. Mais quand je vois que ça va pas ou qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Il faut pas se tromper. Voilà, il faut dire la vérité. Alors, des fois, il y a des façons de dire la vérité, bien sûr, mais je suis pas. Vous savez déjà, puis moi, les réseaux sociaux, vous savez quoi, je m'en occupe pas, je regarde pas. Moi, vous savez, tout ce qui a été marqué sur moi, écrit sur moi, que j'ai jamais lu, ça m'intéresse pas. Et puis, je sais une seule chose, je sais le travail que je fais tous les jours. Je sais ce que je vaux et ce que je peux faire. Le reste, ça m'intéresse pas. Dès que vous commencez à vous éparpiller, à regarder tout ce qui se passe à droite, à gauche et vous occuper des autres, vous êtes plus dans votre bulle de haut niveau. Vous éparpillez. Le haut niveau, on pense qu'à soi. Alors, le haut niveau, ça veut dire l'entraîneur également. Mhm. D'accord? Et puis l'athlète. Il ne faut pas qu'il regarde à droite, à gauche, ce qui se passe, ce qui est écrit sur lui. Non, là, ça, c'est impossible, ça. C'est pour ça que c'est un danger. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un. La communication, c'est hyper important. C'est hyper important quand vous êtes dans le très, très haut niveau. Et ben, il faut que l'athlète ou même l'entraîneur, il soit guidé et que ça soit pas n'importe quoi. Mhm. Est-ce que, avec toute votre expérience aujourd'hui, vous pouvez dire que tout le monde est coachable? Ou alors pas du tout? Non, entraîneur, c'est à part. C'est un métier. C'est un métier, c'est une passion, c'est inné même, je dirais, entraîneur. Mhm. Ça, vous avez ça dans le sang comme d'autres métiers, mais bon, après, vous savez, avant d'entraîner, il y a une chose qui est importante, c'est de bien connaître l'humain. Voilà. Et la deuxième qualité d'un entraîneur, c'est d'anticiper avant ses athlètes. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, les gens qui font du très haut niveau, c'est des gens à part. Et l'entraîneur qui s'occupe du haut niveau, c'est des gens également à part. Et c'était quoi votre question déjà? Coachable. En gros, est-ce que tout le monde peut être entraîné? Peut être entraîné par quelqu'un et peut justement être réceptif au message d'un entraîneur et du coup aller plus loin, progresser. Non, impossible. Est-ce que vous avez déjà été face à des personnes où justement il y avait ces limites-là, où finalement il n'était pas réceptif à vos messages? Bien sûr, bah oui, voilà, ça arrive. Mais bon, cela, à moins qu'ils aient des grosses qualités, vous allez essayer de trouver d'autres chemins pour que ça se passe, d'arriver au but qui est prévu. Mhm. Il faut être malin, comme tu disais. Après, si c'est un mec qui a des qualités moyennes, vous tournez la tête. Hein, vous lui dites, bon, t'es gentil, mais voilà, point la ligne. Tu vois. Moi, tu peux pas perdre de temps avec des mecs avec qui tu sais que tu vas pas y arriver. C'est pas impossible. Alors, moi, j'ai des nageurs aussi qui ne sont pas des champions, mais au moins, moi, la première qualité, je veux que les gens travaillent. Je Mhm. veux que les gens m'écoutent, je veux que les gens s'investissent et qu'ils travaillent. Après, il a le niveau qu'il a, c'est pas un problème. Mais ce qui est important pour un entraîneur, c'est quelqu'un qui est réceptif et surtout qui donne le mieux qu'il peut, qui s'entraîne. Après que le mec il soit limité, il n'y a qu'un champion, il n'y en a pas 50, c'est pas Mhm. un problème. Mais au moins, être correct et puis être honnête avec son entraîneur. Faire et travailler le mieux possible. Voilà, c'est tout.
Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que vous êtes finalement meilleur que ce que vous n'avez jamais été, et que grâce à toutes ces expériences, tous ces athlètes coachés, là, le Philippe Lucas de 2020, c'est le meilleur de tous les Philippe Lucas? Vous savez, ce qui compte, c'est le palmarès. Donc, on verra à Tokyo. C'est tout. Hein. Donc, je suis mieux, je suis plus. Voilà. Bien sûr qu'on essaye de trouver des solutions sur certains problèmes, trouver des façons de travailler, d'améliorer un petit peu les choses. Mais après, il y a les grandes lignes qu'on garde. Mais après, vous savez, l'entraîneur, il est jugé sur les résultats. Hein. C'est tout. Hein. Oui, mais quelque part, C'est vous bon. êtes aussi un peu dépendant forcément de vos talents. Dans le sens où, bien évidemment, il y a ce que vous apportez, mais ça se passe aussi dans les bassins. Après, quand tu sais que toi, tu as tout fait. Mmh. Parce que souvent, on critique les entraîneurs. Mais tu crois que les entraîneurs, ils font tout pour pas réussir? Les entraîneurs, ils font tout pour réussir. Après, ça dépend de l'athlète. Hein. Okay, c'est tout, hein, à un moment. Hein. Faut pas. Quand je vois des fois comment les gens, les entraîneurs, hein, ils sont jugés. On va dire dans le foot, un exemple. Ça me fait marrer parce que le mec, quand il entraîne tous les jours, c'est pour gagner. C'est pour que son équipe soit la meilleure ou son athlète, il fait pas tout à l'envers. Ouais, il y a un moment, il y a l'athlète, il est sur un start, il est sur un plot, et il est sur une ligne de départ, et voilà, c'est à lui d'être bon, hein, voilà, c'est tout. Hein. Moi, je sais que je fais tout pour eux, que je m'investis beaucoup, que c'est même pas, je fais tout pour eux. Donc après, voilà. Si à un moment ça marche pas, bon, il peut avoir bien sûr une blessure, il peut avoir 42 fièvres la veille. Mais si le mec il s'est vraiment investi, qu'il a tout fait, bon bah il faut pas oublier que des fois les athlètes ont des limites. Ils arrivent à leurs limites. C'est pas parce que l'entraîneur il est mauvais ou parce qu'il n'arrive pas à le faire progresser. Il y a qu'un moment, il faut ouvrir les yeux. C'est que l'athlète, et ben voilà, il arrive à son plafond, il pourra pas aller plus vite. C'est tout. Hein. Et ça, c'est pas facile à faire accepter. Et est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez eu un moment, une énorme frustration par un athlète parce que vous étiez justement en dehors des bassins et vous auriez aimé qu'il fasse plus ou un résultat qui vous a un petit peu déçu? Ça arrive, mais dans le sens contraire également. Ça arrive que des fois, vous êtes surpris par un athlète. En général, on sait combien ils vont nager. Et ça peut arriver que voilà, un athlète est surprenant parce qu'il est dans une journée, dans une semaine où tout lui réussit. Les autres sont un peu moins bien. Lui, il est sur un nuage, comme ça peut arriver. Et puis, il y a des fois, ça marche un peu moins bien. Alors que le mec, il a tout fait, hein, mais il n'est pas dans un grand jour. Hein. Voilà, ça peut arriver. Et voilà, moi, ça m'est arrivé d'être déçu dans des grandes compétitions, hein, bien sûr. Hein. J'étais plus souvent déçu que satisfait, hein, je vous le dis. Hein. Quand est-ce qu'il y a eu alors la plus grande surprise? Surpris, je dirais pas, mais je sais pas. Après, dans nos sports, ça dépend des autres aussi, quoi. Il y a des mecs qui, je sais pas, les derniers championnats du monde. J'ai eu un nageur Aubry qui fait 3e au championnat du monde. C'était ses premiers championnats du monde, donc voilà. Donc c'est une belle surprise. Mais je savais qu'il était costaud, mais de là à faire 3e, c'était pas évident, quoi. On va dire 10 jours avant. Mais pendant la compétition, j'ai vu qu'il pouvait faire de grandes choses. Après, j'ai eu des moments qui étaient, voilà, j'ai eu une fille qui a fait 4e au jeu à 800e sur 800 nage libre, ça veut dire 8 minutes de course, quoi. Donc des fois, et puis les places de 4e dans les grandes compétitions, je dois en avoir une vingtaine. Hein. Ça, c'est pas toujours non plus hyper bien passé, hein, attention. Vous parlez de cette passion pour votre métier. Comment est-ce que vous faites pour éviter d'entre guillemets faire le tour du métier de coach? C'est simple. Hein. Moi, dès que je sors de l'entraînement, je sors de l'entraînement. Quand je rentre chez moi, je pense plus à... Voilà. Je sors, je fréquente très peu les gens qui sont dans le milieu de la natation. Je sors du contexte. Et puis surtout, il y a une deuxième chose, c'est que je ne fais pas 50 compétitions dans l'année. Parce que les compétitions, quand ça fait très longtemps que vous vous entraînez, c'est usant. Donc à un moment, je cible mes compétitions pour ne pas partir un peu dans la monotonie et dans l'usure. Mais l'entraînement, je ne suis jamais usé, j'adore ça. Et donc pour vous, aujourd'hui, vous direz que ce qui vous passionne le plus, c'est l'entraînement ou la compétition? C'est la compète, c'est le résultat final, bien sûr. Mais ce que je veux dire, je ne fais pas des compétitions où je sais qu'on va passer tout le week-end et le lundi matin, il faut être là parce que le lundi matin, on reprend l'entraînement de bonne heure. Donc, je vais cibler mes compétitions. Des compétitions, en 38 ans, j'en ai fait un paquet. Donc, il y a des compétitions où je ne vais pas parce que c'est quelque chose où j'ai besoin
j'ai pas besoin d'y aller et surtout, il faut garder cette motivation, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand vous entraînez du lundi matin au samedi midi, et que vous tapez tout le week-end de compétition, et que surtout des compétitions souvent qui servent à rien, ou que les trucs qui vous faites chier en plus tout le week-end, non, ça je le fais pas. Je fais des compétitions qui sont ciblées, des compétitions où c'est avant des grandes échéances et pendant les grandes échéances. Voilà. Je fais attention à tout ça. Ouais. Et surtout, c'est que je ne vais pas parler natation pendant 24 heures. Et les entraîneurs, ils parlent. Non, je sors du contexte. Vous avez dit que justement dans votre méthode c'est important justement de entre guillemets mettre la pression et d'être vraiment là. Est-ce que pour vous collaborer avec vous en tant qu'athlète, est-ce que c'est extrêmement durable sur le long terme ou au contraire il faut à chaque fois qu'il y ait une compétition en ligne de mire pour justement maintenir un petit peu cette flamme et cette pression? Non mais moi je suis pas un tortionnaire hein, comme j'entends des fois. Hein. Moi je fais parce que je fais demi-fond et de l'eau libre, d'accord. Donc on bosse. C'est tout. Après, je suis quelqu'un comme entraîneur où les nageurs, parce que je suis un mec qui fait rigoler, quoi. Je suis pas comme les gens ne me connaissent pas, quoi. Il y a une bonne ambiance en entraînement. Après, quand on travaille. Hein, mais après, tout le groupe, il y a une bonne ambiance, c'est une très très bonne ambiance. Mais après, le nageur a besoin de compétition. Le nageur a besoin d'objectifs comme l'entraîneur. Voilà. Donc c'est certain que dans une situation actuelle, là, depuis, on va dire, 9 mois, quand vous êtes athlète et vous n'avez pas de compétition, c'est très difficile. Parce que tous les jours, il faut s'entraîner, tous les jours, il faut être performant et vous n'avez pas l'objectif final. Bon. Donc là, c'est compliqué. C'est sûr que c'est... Après, comme je vous dis, l'entraîneur et l'athlète a besoin d'avoir des objectifs importants pour pouvoir l'athlète pour qu'il soit motivé et pour l'entraîneur que le travail que l'athlète fournit dans l'eau soit de qualité. Et pour vous, quel est le secret finalement pour qu'un athlète puisse durer? Mais quand je dis durer, c'est vraiment avoir une période de domination sur par exemple 10 ans. Vous, si vous pouviez là comme ça du jour au lendemain construire le nageur parfait. Non, mais ça c'est une question qui est très vague parce que ça dépend à quel âge il a commencé. L'intensité de l'entraînement, à quel âge il a commencé. Vous savez, des fois, il y a des athlètes qui font 15 ans de carrière, puis à la finale, ils ont 2 petites médailles ou un petit titre à la fin, et c'est tout. Il faut mieux faire 4 ans où tu ramasses tout, tu es champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, et tu fais un putain de palmarès, que faire 15 piges à faire 2 médailles. Hein, tu fais 2 médailles, et puis après, je pense que quand tu fais 2 Olympiades, c'est bien déjà. D'accord. Mais déjà, quand on voit ça, par exemple, vous dites 2 Olympiades, c'est vrai que dans votre sport, c'est effectivement énorme, mais c'est vrai que dans la plupart des autres sports, c'est des carrières qui vont durer, allez, généralement, on va dire 20 ans au plus haut niveau. Qu'est-ce qui explique cette différence? Enfin, moi, des mecs qui ont fait 20 ans de carrière au plus haut niveau, j'en connais pas beaucoup. Oui, c'est pour ça. Non, mais je veux dire dans les autres sports. Dans les autres sports, dans le sens quand on pense par exemple au football, je pense aussi au basket, je pense au tennis. Alors que c'est vrai qu'en natation, comme vous dites, déjà faire 2 Olympiades et être à chaque fois au top les deux, c'est très rare. Après, vous avez des phénomènes, hein, attention. Hein. Nadal, c'est un phénomène, mais c'est un mec qui s'est construit par le travail. Federer, c'est un phénomène, parce que bien sûr, il a travaillé, mais surtout, il a une hygiène de vie également qui est... Bon, je ne connais pas bien le tennis, mais c'est des gens qui durent, mais c'est des exceptions, ça. Et je vous dis, quand vous faites entre 8 et 10 ans 8 ans de très haut niveau, c'est beau. Hein. C'est beau. Alors, quand moi je parle du haut niveau, c'est du haut niveau. Hein. C'est des podiums au jeu, de gagner dans les championnats du monde. Hein. C'est pas de faire le finaliste. Hein. Là, on n'est plus dans le haut niveau. Oui, bien sûr. Et quand vous avez... On n'est plus dans le très haut niveau. Quoi. Oui. Et de tout ce que vous avez vu, quelle est la performance qui vous a le plus impressionné et pas forcément d'un de vos athlètes? Et s'il ne peut pas y en avoir une, au moins un top 3. Non, il y a... Oui, une fille qui... Comme Lydie Kiel, l'américaine, qui nage 15-22 ou 15-24 au 1500, c'est très très fort. Après, tout le monde est battable. Voilà, je ne veux pas me dire, cette fille, non, c'est impossible. Je sais que tout le monde, on peut niquer tout le monde, c'est sûr. Mais après, il y a eu des phénomènes qui étaient extraordinaires, comme Phelps en natation, des
Voilà, c'est des phénomènes, mais c'est des phénomènes par leur talent, par leur intelligence, par leur travail, par plein de choses. Euh, mais oui, ils ont fait des choses exceptionnelles, bien sûr. Et être performant sur différentes nages comme ça, pour vous, est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, bien évidemment, les gens ne se rendent pas compte, mais en termes d'exploit sportif, est-ce que vous placez ça au pinacle, tout simplement? Non, parce qu'en natation, on a la chance de pouvoir faire plusieurs disciplines, que ce soit le dos, la brasse, le crawl, le pape, le quatre-nage. Donc, les grands nageurs ont une panoplie de nage où ils sont très performants. Donc, bon, à part les sprinteurs qui sont vraiment dans leur truc à eux, mais autrement, prenez tous les grands nageurs, ils ont été capables d'évoluer à un certain niveau, à un très haut niveau, dans plusieurs disciplines. En natation, c'est pas un problème, ça. C'est pas un souci. Et justement, dans la natation, il y a eu énormément de films, il y a aussi eu des films donc sur le coaching. Est-ce que vous avez vu le film Whiplash? Si je vous dis Whiplash, est-ce que ça vous parle? Pas Non. du tout. Ah, quelle tristesse. Bon, bah c'était justement par rapport à... Donc dans ce film-là, il y a il y a donc l'entraîneur, enfin qui est pas vraiment un entraîneur parce que là on est plutôt dans la musique, qui met à un de ses élèves une pression psychologique et physique absolument dingue. Et ensuite l'élève se fait virer justement et à la fin, bah, il atteint un niveau il déteste bien évidemment son entraîneur et à la fin il atteint un niveau qui est absolument monstrueux et ensuite il se retrouve et il dit bah en fait je me suis rendu compte que toute cette pression psychologique et physique que vous m'avez mise, bah, ça a servi à ça, à me dépasser. Aujourd'hui je suis extrêmement talentueux. Est-ce que pour vous ça, c'est indispensable, indispensable pour séparer les champions des bons sportifs? Est-ce que pour vous, c'est finalement impossible d'avoir une méthode entre guillemets assez soft avec ces athlètes? Avec tes athlètes, quand tu veux vraiment taper du très très haut niveau, tu es souvent dans le conflit. Parce que tu leur demandes de faire des choses qui sont pas faciles. Tu leur demandes d'être un sérieux, d'être motivé, tu leur demandes parce que toi, tu veux taper le haut niveau. Et souvent, tu es dans le conflit. Et voilà, mais tout ce que tu fais, c'est pour eux, quoi. C'est pour réussir, c'est pour la réussite. C'est pas pour les faire chier, quoi. Comme je dis tout le temps, s'il fallait nager dans notre discipline 3 km ou 4 km par jour, pour être bon, tu les fais. Et moi, après, j'irai au bistrot. Hein. Mais non, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Donc, c'est vrai on est souvent dans le conflit parce que tu leur demandes des choses qui sont pas faciles et puis eux des fois c'est pas facile pour eux tous les jours non plus. Donc après tu es obligé, voilà, c'est une obligation, tu peux pas. Alors il y en a, c'est sûr, ils disent après ça dépend du caractère de l'entraîneur, il y en a qui disent bon c'est pas grave, ça ira mieux demain, c'est pas grave. Non, moi j'ai du mal à admettre ça quoi. C'est bon, après c'est dans mon caractère, hein. C'est comme ça, hein. Chaque entraîneur a son caractère, sa façon de faire. Comme moi je suis quelqu'un qui est quand même qui est dedans tout le temps, quoi. Et surtout, des fois, voilà, moi, ce qui m'importe, c'est de réussir, que mon athlète réussisse. Pour moi, voilà, je ne me lève pas tous les matins pour faire quatrième, Mmh. pour faire deuxième. Bon, Et ça va être mon ultime question finalement. Vous, comment faites-vous pour justement réussir à naviguer entre les conflits et faire en sorte que, comme vous l'avez dit au début de l'interview, une fois que l'entraînement est fini, vous déconnectez. Mais vous avez réussi à maintenir une énorme pression durant tout l'entraînement. Donc comment vous faites pour apaiser un petit peu tout ça ensuite? déjà, l'entraîneur, il doit dominer l'entraînement. C'est-à-dire qu'il doit être là, présent, il doit avoir une présence vraiment, encourager, quand ça ne va pas, recadrer. Et l'entraîneur, c'est lui qui dirige la séance. C'est vraiment lui le patron dans la séance. Après, tu as le nageur qui exécute les exercices. Mais après, tout ça, quand vous me parlez de la pression, non. Ce que je leur demande, c'est un travail, mais c'est un travail qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent réussir. Voilà, je ne vais pas leur demander des. Je sais qu'ils peuvent le faire. Alors, des fois, ils ne l'ont jamais fait et ils pensent qu'ils ne pourront pas le faire. C'est ça le secret de la réussite. C'est ça qui est beau. C'est que de leur faire des choses qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient faire. Et après, il y a un truc qui est important, c'est le dialogue. C'est de beaucoup parler. Leur expliquer pourquoi on fait ça. Ce qu'ils peuvent faire, ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent. Le dialogue, parler, discuter. Ça, c'est hyper important.
Et je suis vraiment désolé, mais je suis obligé d'ajouter une question parce que vous avez parlé de cette partie de dominer. Et c'est vrai qu'on parle régulièrement, nous, avec Fernand Lopez, qui est un grand coach de MMA, qui lui entraîne énormément de poids lourds, donc qui sont hyper impressionnants physiquement. Et pourtant, il dit, ce qui est toujours important, c'est quand on est le coach, il faut être l'alpha, même si on est face à un poids lourd qui a gagné tous les titres. Comment est-ce que vous faites? Parce que vous avez aussi de beaux bébés pour réussir à vous imposer directement, à dire, OK, c'est moi qui vais diriger. Non, mais ça, c'est une qualité d'entraîneur. Hein. C'est lui, voilà, c'est inné, ça. Je pense que souvent, les entraîneurs, ils ont peur de faire travailler. Ils ont peur que l'athlète ne veuille pas. Ils ont peur de perdre leur athlète. Ils sont soumis à l'athlète. C'est l'athlète qui domine. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Nous, on n'est pas des tortionnaires. On est là pour les faire travailler, pour les faire progresser, pour qu'ils aient un palmarès, qui vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues de leur vie, qui vivront sûrement jamais plus après. Mais on n'est pas là pour les faire chier, les mecs. Mais il faut être le patron. L'entraîneur, l'entraînement, c'est le patron, c'est le boss. Voilà. Mais après, avec intelligence, bien sûr. Eh ben super, très clair. En tout cas, merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. Soit.